Les sources du Tarn sont là, quelque part, à 1500 mètres d'altitude sur le mont Lozère. Modeste et discrète, très discrète. Dans l'immensité de ces hauts plateaux qu'on appelle la plaine et où viennent bramer les grands cerfs à l'automne, c'est là que commence le destin très officiel d'une rivière aussi longue et puissante qu'un fleuve. Fragile et vulnérable comme tous les cours d'eau de notre planète. Ça y est, quelques centaines de mètres plus bas, le Tarn est déjà un vrai ruisseau. Et le paysage, un vrai bassin versant. Et c'est ce qu'essaie d'analyser et de comprendre Jean-François Didon-Lescaut avec plusieurs équipes de chercheurs du CNRS depuis 15 ans. On est très près des sources du Tarn. On a des eaux qui sont très peu minéralisées, qui sont très peu salines. Et en fait, le fait d'ajouter un petit peu de sel de cuisine ne fait qu'augmenter un tout petit peu la minéralisation de l'eau, mais très peu. On ne va pas du tout entraîner la mort des poissons ou des animaux qui vivent dans l'eau. Par contre, ça va entraîner une modification de la conductivité. On doit récupérer autant de sel à la sortie que ce qu'on a injecté au départ. Et donc, il y a une dilution simplement par l'eau de la rivière. Donc, c'est un moyen très simple de connaître le débit de la rivière au moment où on fait la mesure. Ce qu'on veut comprendre, en fait, c'est comment fonctionne le bassin versant. Et donc, on peut dire maintenant comment ces milieux fonctionnent. Alors, on les étudie sous l'angle, ce qu'on appelle la boîte noire, c'est-à-dire qu'on sait ce qui rentre dans le milieu. Il rentre, comme en ce moment, il rentre de la pluie. Par la pluie, il rentre de l'eau, il rentre des sels minéraux aussi. Et puis, il ressort des choses du bassin versant au niveau de la rivière. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir la composition finale, puisque l'eau, finalement, c'est le meilleur indicateur de la façon dont le milieu fonctionne. Donc ça, c'est une étude qui doit servir en fait aux aménageurs, apporter des informations, bien sûr, sur ces milieux, encore une fois, qu'on trouve très beaux, mais qui sont, à notre avis, quand même vulnérables, et puis essayer d'apporter des solutions pour les générations futures, en fait. Décidément, on y trouve tout dans ce haut bassin du Tarn. Il y a même un pont qu'on dit romain, et qui ne l'est pas du tout. C'est le premier rendez-vous avec les truites, en tout cas, en compagnie de Pascal Vernier, guide de pêche, et de son groupe de pêcheurs. Il y a du poisson, du beau poisson, du poisson sauvage, du poisson qui se bat, qui se défend, qui est difficile à prendre, la preuve aujourd'hui. Et c'est un site, c'est le paradis. Pour un pêcheur, c'est le paradis. C'est vraiment une eau d'une pureté, qu'à regarder là. C'est vraiment, c'est de l'eau très pure, très claire. D'ailleurs, on dit ici, il y a des pêcheurs qui disent ici que l'eau est tellement claire ici que quand on ferme la portière de la voiture, les truites nous ont déjà vus. Sous le mont Lozère, le Tarn trouve son premier village, le pont de Montvert. Des centaines de truites, à peine plus de 300 habitants et un passé plutôt chargé. C'est de là en effet qu'est partie la révolte des Camisards. Aujourd'hui, avec le temps, tout s'arrange. Mais à propos de la rivière et de ses usages, tout le monde reste vigilant. Le Tarn est encore un gros torrent à Pont de Montvert. Sa spécificité, c'est qu'il coule sur une zone granitique qui lui apporte une acidité, une clarté de l'eau et qui est différent par rapport à la vallée quand elle rentre à partir de Florac dans la zone calcaire. Les dispositions piscicoles qu'on a été obligés de mettre en place par rapport à ces phénomènes sont un petit peu originales dans le sens où on essaie d'analyser un petit peu la quantité de poissons qui est prélevée de la rivière et de limiter le plus possible les prélèvements. Fille d'un ancien moulin, la première microcentrale.
et les premiers kilowattheures. Mais l'eau jeune et bondissante du Tarn ignore encore son incroyable destin hydraulique. Grossi du Tarnon, venu du sud, le Tarn tourne décidément le dos à la ville de Florac et va creuser son lit atlantique à travers l'Écosse. Rive gauche, le Méjean, et rive droite, le Sauveterre, un gigantesque bassin versant calcaire et souterrain en 3 dimensions. Au cœur des gorges, la belle Saint-Énimie, avant d'être aujourd'hui le nom d'un village-étape en canoë-kayak, haut lieu touristique, elle fut le nom d'une fille de roi. Alors Saint-Énimie était la fille de Clotaire II et avait pour frère donc le roi d'Agobert. Et Saint-Énimie ne voulait pas se marier, elle voulait se consacrer à Dieu et il y avait beaucoup de princes qui voulaient l'épouser. Alors ces princes tournaient autour, elle était très ennuyée, elle invoque le Seigneur, un ange lui vient et lui dit « tu vas avoir la lèpre, comme ça ils te mettront la paix ». Elle a eu la lèpre et les princes sont partis. Ils n'aiment pas ça les princes, la lèpre, en général. Alors Saint-Énimie a commencé à dire à son frère Dagobert et à son père, le roi Clotaire II, « je m'en vais ». Parce qu'entre-temps, un ange lui avait dit « si tu vas dans le Gévaudan, il y a une source qui te guérira là-bas. Et tu pourras y rester et faire ton œuvre. » Et Saint-Énimie est partie, elle a trouvé la source, guérie, heureuse. Elle a dit, eh bien, je vais aller fonder maintenant des monastères, mais pas dans la vallée du Tarn où il n'y avait personne. Pas plutôt reparti, la lèpre de nouveau. Elle revient à la source, reguérie. Bon, elle a compris, il faut que je reste là. Jusqu'au début du siècle, dans les gorges, on ne pouvait se déplacer qu'en barque. Aujourd'hui, les bateliers de la Malaine invitent toujours à découvrir le monde de la rivière. Et ils en vivent donc au bord du Tarn qui les a vus naître. Donc depuis 1952, c'est géré sous forme de coopérative. Ça emploie des jeunes du village. Souvent, c'est fait de père en fils et titulaire d'un permis de batelier. Ça a un intérêt particulier de toute façon d'organiser d'être batelier quand on aime faire découvrir les gorges à des gens d'ailleurs. C'est un contact, on est 4 ou 5 ou 6 dans la barque et il y a un contact particulier qui se lie. Là, il y a un héron. De temps en temps, on voit des castors. Je passe ma vie sur le Tarn. Enfin, ma vie. J'y passe effectivement 7 mois de l'année. À raison de 6 à 7 tours par jour en été. Enfin bon, on fait quand même pas mal d'heures sur le Tarn, effectivement. Et même l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le Tarn. Dans les détroits, justement, Stéphane Faudon est descendu sur son coin de pêche favori. Le Tarn, c'est aussi un peu son berceau. C'est la plus belle partie des gorges du Tarn. C'est un secteur accidenté qui est très dur d'accès, donc très peu de pêcheurs, ce qui est rare de nos jours sur les gorges du Tarn. C'est qu'on voit quand même pas mal de monde. Donc c'est un endroit où on peut se retrouver tranquille et pêcher en toute sérénité. C'est la pêche au verrou manié. C'est une technique qui marche très bien avec des eaux fortes et en début de saison. Parce qu'en fait, les truites se remettent de la reproduction. Elles recherchent des grosses proies pour se remettre en fait, de la saison froide et de la reproduction. Et donc, le meilleur appât pour les taquiner en ce moment, c'est le verron. Plus on le pêche sous des techniques différentes, en fait, plus on arrive à rentrer dans la peau du poisson. Je m'y tiens, je fais que ça, donc au bout d'un moment, ça va rentrer. Mais là, je dis pas que je suis un bon pêcheur ou quoi que ce soit, je m'y tiens, c'est tout. Je connais pas mal de pêcheurs qui sont spécialistes en une technique. Bon, c'est sûr, c'est des très très bons pêcheurs dans leur technique. Mais il me semble que pour connaître les poissons et l'eau, faut tout pêcher, quoi. Je fais de la pêche, je fais de la photo aussi. L'été, je prends les truites en photo, sous l'eau.
Enfin, je suis malade de ça, quoi, en gros. En fait, c'est le Tarn qui m'a fait aimer la pêche, parce que mes parents m'ont mené quand j'étais tout gamin. À 1 an, j'étais déjà ici, en vacances. Et toutes les années, ils m'ont remené au même endroit, au camping, et un peu plus haut que Saint-Énimie. Et donc là, je passais 1 mois à 2 mois par an à être tout le temps à Bordeaux. Donc petit à petit, je me suis mis à pêcher, j'ai appris à connaître les poissons, tout ça, et j'ai accroché à ça. Et j'ai pas démordu de ça, quoi. Si la Gaule millavoise, venue de Millau toute proche, est remontée jusqu'ici, à l'aval du Rosier, c'est pour essayer d'introduire un nouveau poisson, l'ombre commun. Tout un programme mis en place dans le cadre de l'association Ombre sur le Tarn. Et ils arrivent en canoë, ces nouveaux poissons du Tarn. Tu peux approcher encore un peu. On avait des informations comme quoi sur la Dordogne, l'ombre avait très bien réussi et le Tarn présentant à peu près les mêmes caractéristiques, on a pensé qu'il serait peut-être bon d'essayer d'introduire l'ombre sur le Tarn. Ah, c'est beau. Voilà, ouais, là c'est la zone qui est pas mal. Cette expérimentation d'acclimatation de l'espèce découle d'une première demande des associations de pêche donc, de la vallée du Tarn qui souhaitaient introduire l'ombre en 2e catégorie pour prolonger l'activité pêche. Puisqu'en fait l'ombre, on peut le pêcher après la fermeture de la 1re catégorie, c'est-à-dire après la fin du mois de septembre et jusqu'au mois de décembre. Donc ils nous ont demandé est-ce que c'était quelque chose d'opportun sur la vallée du Tarn. Alors nous on a répondu que ça pouvait l'être, il fallait simplement valider le fait que l'ombre pouvait s'acclimater ici, puisqu'en fait ce n'est pas une espèce qui territorialement existait. On a pris contact avec les sociétés de pêche d'Aguessac, de Rivière et de Peyrelot, vu que c'était leur territoire d'APP, là où ils avaient les bons de pêche. Et on a formé une association, l'Ombre sur le Tarn, pour pouvoir gérer ça d'un seul tenant, parce que c'est certain que maintenant les rivières, il faut les gérer par versant. Donc ce qu'on a fait, on a simplement pris, donc avec l'aide de la délégation régionale de Toulouse, la bibliographie qui existait pour savoir quels étaient les critères biologiques de cette espèce. Et ensuite, on a comparé aux données que l'on avait sur la vallée. On en avait pas mal au niveau thermique, au niveau physico-chimique. Et en fait, il s'est avéré que l'ombre pouvait vivre sur le Tarn, où en fait avait de grandes chances de s'implanter, mais malheureusement pas en 2e catégorie, mais sur la partie amont de 1re catégorie. Ombre sur le Tarn. J'ai 2 mois et je vais m'installer ici pendant 3 ans, histoire de me reproduire dans cette nouvelle rivière. Alors, en attendant, prière aux pêcheurs de me relâcher immédiatement, sans oublier de noter mes mensurations sur son carnet de pêche. La preuve des ombres, au bout de la canne, quand même. À peu près homogène en taille aujourd'hui. Toujours j'en ai pris des beaucoup plus gros. Ah, il a de belles taches oranges celui-là. Il est bien moucheté. Toujours. Hop. Hop. Si on fait pas trop de bruit, on va essayer de prendre une grosse truite. Et comme ça, en ferrant immédiatement, les pêcheurs, il faut qu'ils ferrent immédiatement. Comme ça, ils sont pris juste sur le bord de la lèvre. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Là, vous décrochez doucement et hop, il repart très vite. Voilà. Voilà un autre. Il est un peu plus gros, hein. Ah, il était nettement plus gros celui-là. Mais oui, il s'est décroché, toujours pareil, parce que... Là, je viens d'en rater un, là, un poisson. Une truite, un ombre, mystère. On voit bien son étendard, joli, hein.
C'est un peu tard pour prendre une grosse truite, mais il faudrait venir le matin très tôt. C'est pas impossible. Millau attendait au passage. Millau, entre le Massif central et le Languedoc. Millau, à la confluence des eaux dont celle de la Dourbie, venue du Montégoal. Millau, où l'eau du Tarn fut longtemps utilisée pour laver les pots de l'industrie du gant. À Millau, sur les quais, où nous retrouvons Gaby, vrai Millavois et grand pêcheur du Tarn. Ici on l'appelle la siège. Le vandoise, c'est pareil. Elle est décrochée à l'épuisette. Elle même pas, elle s'est décrochée à l'épuisette. Alors comme je ne la garde pas, il y a trop d'arêtes. Voilà. On la remet à l'eau. Là je fais la pêche à vue. C'est-à-dire que je vois le poisson. Pas de bouchon, il n'y a pas de bouchon là. Je cherche le poisson. Et je fais tomber la patte sur le museau du poisson. S'il a faim, il mange. S'il n'a pas faim, c'est la pêche à vue, ça. Ça n'a rien à voir avec le bonhomme qui arrive, voilà, avec les cuissards. Là. Il va jeter 25-30 mètres là-bas. Il s'en fout, ce qu'il y a au bord, lui. Il s'en fout. Il va jeter 25-30 mètres. Hein. Il récupère avec sa queue de lancer, au vif, à la cueillère. Et moi, je les pêche sur le bord, les poissons. Là. La truite, je parle pas la siège, la truite sur le bord. Là. Il est un peu certain que le moindre bruit, le moindre faux mouvement, si je jette la canne un peu comme ça, c'est fini. Hein. Il m'a vu, hein. C'est le tar. Pourquoi on l'appelle comme ça, le tar? Alors là, je suis passé. Je ne suis pas assez ferré là, dans ce domaine-là. Ah non, là, je sais pas. Le tar, j'ai jamais approfondi la chose. Non. À l'aval de Millau commence un Tarn inconnu. Les routes de berge sont étroites et les rives se font discrètes, moins accessibles, sans touristes ni publicité. Normal, ici on dit le tar, on ne prononce pas le N. Alors c'est bizarre, quand on dit le lot, on prononce le T, on ne dit pas le lot. À quelques boucles de là, une pisciculture pas comme les autres, et à l'initiative d'un pêcheur, Gérard Porte. Nous arrivons au 12. Une 12, c'est une source qui ne tarit jamais en Occitan. Elle baisse quand même un petit peu l'été, mais en général, il n'y a aucun problème au niveau du débit de l'eau. Quand je suis venu, il y a quelques années, presque par hasard, visiter la pisciculture et puis le site qui est magnifique, je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux. Et donc, de quoi? Regardez, hein, comment ne pas tomber amoureux d'un site qui vaut largement les rivières du Canada ou d'Irlande et d'Écosse? Quand on est pêcheur, on n'a pas un bon regard sur les pisciculteurs. On n'aime pas cette histoire d'élevage de truites arc-en-ciel avec les nageoires rognées ou autres poissons malades ou poissons tout simplement utilisés comme de la viande. Donc moi, quand j'ai rencontré la pisciculture ici, j'ai dit c'est pas possible, jamais je serai pisciculteur. Et puis en réfléchissant un petit peu, on s'aperçoit que malgré tout, dans la pisciculture, on peut faire des choses très intéressantes. Ne serait-ce que la reproduction est d'autant plus difficile si on prend de la truite de souche sauvage. J'ai pris pour habitude maintenant, chaque fois que je vais à la pêche, à la mouche, je prends des bidons, des bourriches, quelquefois le temps avec de l'oxygène, pour essayer de sauvegarder justement les beaux poissons géniteurs que je risque d'attraper. J'ai aussi des saumons de fontaine, c'est ma 4e génération. Et bien sûr, j'ai de l'arc-en-ciel. Je suis obligé d'avoir de l'arc-en-ciel parce que je fais quand même des produits à base de truite, je dirais, tout va. Le défilé des raspes. Dans ces gorges de schiste noir,
le Tarn s'est longtemps frotté, raspé, pour continuer son chemin vers l'ouest. Et puis EDF, en le domptant à l'aval, a fait remonter les eaux. Les défilés sont restés plus imposants et toujours inaccessibles, autrement qu'en bateau ou par les airs. Au bout, Pinette, loin des microcentrales de Lozère, le premier d'une chaîne ininterrompue de barrages hydroélectriques jusqu'au confluent pour transformer l'énergie du Tarn en électricité. Mais le Tarn n'en perd pas son caractère. En tout cas, apaisé en plan d'eau, il invite à d'autres pêches, comme aux truelles par exemple. Si je te gêne, je te le dis, Jean-Pierre. Vous pousserez un peu. Ah oui, là, t'es pas dans le coup, là. Pas tout faux, là. Bon. J'ai un problème, là. Je sais pas si je dois toucher le fond. Le flotteur, il se met pas... Ouais. Regardons. Bon. Un à un. Ouais. Ouais, si je manque la bourriche, tant pis. Hein. Tiens. J'aurais dû la mettre au milieu. Hein. Bon, le majestueux. On l'a tiré ce coup-ci. Non, c'est pas ouvert. Tu vois pas que ce soit une sandwich? Oui, oui. Ah, ou un brochet. Ah là là, que c'est Pour rester collé au fond. L'élastique est bien sorti. Ça, c'est déjà vu. C'est bon, c'est bon. Les bras, ils se te gênent. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'était juste. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est les poissons qu'on parlait tout à l'heure. Les fameuses brèmes. Alors, mon record personnel, il est près de 11 kg en 2 heures. J'ose pas en parler. Dernier bastion dans l'Aveyron, Brousse le château qui domine le Tarn depuis 12 siècles a connu bien des crues. Mais ces murs tiennent bon, en attendant les vacances et les touristes. Un peu à l'aval, le Tarn baptise enfin son département à lui, le Tarn. Et du côté de Trébasse, pas de forteresse, mais des rives fragiles et sous haute protection quand même. Vous êtes devant une berge qui paraît la continuité de ce que l'on peut trouver tout le long de cette partie du Tarn. Mais en fait, on se trouve devant un site qui a été totalement reconstitué. Il faut savoir que dans cette zone, le Tarn a subi plusieurs crues importantes. La route que l'on voit derrière nous était complètement submergée par les eaux du Tarn. Et toute cette partie végétale que l'on peut voir actuellement n'existait plus. Le Tarn avait tout emmené. Donc devant ce phénomène, on a été amené à trouver des solutions techniques. On a donc choisi une solution mixte qui mariait à la fois de l'enrochement dissimulé et une nappe géosynthétique qui est un support pour la végétation que vous voyez. Un géogrill, c'est une nappe que l'on déroule, qui est constituée d'un enchevêtrement tridimensionnel de fibres, à l'intérieur de laquelle des gravillons sont mis, et ces gravillons, pour être liés ensemble, sont bituminés. Ce géogrill est mis en place sur de la terre végétale qui avait été apportée,
et préalablement ensemencés par un mélange que nous avions demandé à un spécialiste. Le résultat, il est devant vous. Et là, on a complété le dispositif avec un rideau d'arbres que vous pouvez voir sur le bas de l'ouvrage, de façon, on espère bien, que plus tard, les crues existeront toujours, le Tarn débordera toujours, trouvera toujours ses zones d'expansion, mais sa vitesse sera freinée, ralentie par ce rideau d'arbres que l'on a mis en place. Ambialet, tout le monde connaît, mais la boucle n'est pas encore bouclée. Et on appelle ça encore un méandre. Préfixe latin ambi, autour, qui désigne bien le mouvement que va faire la rivière. Il s'agit d'un méandre encaissé, presque parfait. J'ai dit méandre. Il faut croire que la curiosité des gens est faible, car ils ne savent pas d'où vient ce mot. C'est un mot tiré du grec et qui désigne une rivière d'Asie mineure, d'un cours très sinueux, évidemment. Du côté de Marsal, le Tard, c'est Michel Bertrand qui l'appelle comme ça, se met à courir une fois encore, oubliant les retenues et l'eau dormante, et la pêche reprend le dessus, même si c'est pas du tout gros. Oui, le Tard, c'est ma rivière. Je suis né au bord du Tard. Et souvent, on tord l'hameçon en le décrochant. Ma première partie de pêche, je ne m'en rappelle plus, puisque mon père était pêcheur. Mon grand-père était pêcheur et avait un restaurant qui est là où je suis né, au bord de l'eau, aux Avalats, un peu plus bas, qui s'appelait Au Poisson Frais. Et on savait que quand on s'arrêtait chez lui, on mangeait systématiquement du poisson frais, qui était pêché tous les jours. Sur le Tard, Michel a aussi beaucoup de concurrents. Il y en aurait 10. Je serais le premier à être content, ça serait joli. Il y aurait 20 hérons sur la rivière Le Tard, comme il y avait il y a 30 ans ou 40 ans, et j'en connaissais une dizaine de couples. J'étais le premier à les protéger, à les surveiller. Mais maintenant, ça devient... c'est l'enfer, quoi. Il y a tout le monde de pêche, et puis surtout que le cormoran, lui, il pêche sans permis, il pêche en période de fermeture. Le héron, pareil, il pêche sur les frayères. Nous, on n'a pas le droit de le faire, bien sûr. Mais lui, il a le droit, tous les coups sont permis. Il pêche des poissons pas à la maille. Il pêche... Bon, donc, c'est très grave. Enfin, entre Saint-Juéry et Arthès, le saut du sabot. 20 mètres de chute seulement, mais cette cassure infranchissable du Tarn est un seuil qui a toujours beaucoup intéressé les hommes. Dès 1328, on a vu apparaître sur les rives des moulins à blé, des moulins à vivre, des papeteries, des martinets à cuivre, des foulons où l'on faisait du fâtre. Ce n'est que beaucoup plus tard, au début du 19e siècle, exactement en 1824, que des industriels toulousains sont venus s'implanter ici sur le sabot, très près des matières premières, là où lieu de Calmont et le minerai de fer du Freis. Les forges et aciéries du Saut du Tarn vont battre le fer et fabriquer de l'acier pendant plus de 150 ans. Aujourd'hui muettes et démantelées, les usines abritent un espace culturel et musée où quelques anciens des forges et aciéries refont les crues du Tarn, mais sur maquette cette fois-ci. Sur cette maquette, nous pouvons réaliser la simulation de crues très importantes, de l'ordre de 3500 m3 seconde, qui représente sur la maquette un débit de 200 litres d'eau à la seconde. Mais évidemment, ces crues, nous pouvons les créer et les arrêter selon notre bon vouloir, tel que Dieu le Père. Au gué de l'Escure, au Gau, est né il y a presque 3 siècles un formidable voyageur et navigateur, La Pérouse. Disparu à la fin du XVIIIe siècle, à l'île de Vanikoro, aux Nouvelles Hébrides, avec ses 2 frégates, la Boussole et l'Astrolabe.
Et c'est là justement, au Gué, que nous retrouvons une de ses descendantes, Marie-Christine Pestel. On ne les choisit pas. Il est très sympathique parce que en venant nous installer ici, on a été amené à justement approfondir ce qu'il était et à faire de ce que nous avions de lui et de cette maison un patrimoine pour la ville d'Albi. Donc c'est très sympathique de se trouver le descendant de quelqu'un comme lui. C'est mon paradis ici. C'est-à-dire que comme j'ai la chance de l'avoir qui entoure toute ma propriété, que j'aime tout ce qui est de l'eau et des sports nautiques, en plus c'est ma santé. Hein. La rame, c'est ce qui me conserve mon dynamisme et ma forme. Donc été comme hiver, je rame sur le Tarn au moins 1 heure par jour. Et voilà Albi et sa cathédrale dédiée à Sainte-Cécile. La forteresse de briques rouges essaie encore de nous faire oublier que les Albigeois cathares ont tous disparu. Les Gabars aussi avaient disparu, qui transportaient au siècle dernier leurs marchandises au long du Tarn réaménagé. Et puis plus rien, plus d'activité, plus aucune trace. Jusqu'à ce qu'un professeur d'art plastique et ses élèves s'y intéressent. Alors tout a commencé par l'étude d'une gravure de Léon Soulier. Et lorsque nous avons analysé cette œuvre avec mes élèves, on s'est rendu compte qu'il y avait une activité fluviale énorme sur le Tarn, il y a un peu plus d'un siècle. Alors au départ, nous avons découvert quelques images qui nous ont permis de reconstituer le chantier naval qui est au pied de la cathédrale. Tout le bois de flottage arrivé d'en haut, d'amont, de Lozère, de l'Aveyron. Ce bois était débité ici par des scieurs de long et on faisait des gabarres de ce type-là. Ressuscités grâce à un projet d'action éducative, les gabarres sont de retour en Albi. Mais cette fois-ci, plus besoin de chemin de halage. C'est l'énergie du Tarn qui transporte, et dans tous les sens. En gros, l'idée, le concept est celui-là. Le Tarn, toute la nuit, mouline de l'électricité, recharge les batteries, promène gratuitement les touristes. Ça ne coûte pas 1 centime et c'est très écologique. Soudain, le Tarn est en crue. On appelle ça ici une tarnade. Juste à l'amont d'Albi, aux Avalas, l'eau rouge venue des affluents aveyronnais est en train d'arriver. Et bien sûr, au saut du sabot, c'est déjà le spectacle. Avec la crue, nous arrivons à Marsac. D'Albi à Gaillac, le Tarn fut un temps navigable. Aujourd'hui, la batellerie a totalement disparu. Mais ces pêcheurs héritent, sur l'ancienne zone navigable, du privilège de pouvoir placer leurs engins pour prendre quelques poissons. Nous sommes 23 pêcheurs. 23 pêcheurs aux engins. On n'a pas le droit de vendre du poisson et nous n'en vendons surtout pas. Et les jours de crue ? Il est vrai que quelquefois, ça nous favorise des crues de ce genre-là. En début de crue, quelquefois, le poisson se rapproche du bord et rentre plus facilement dans les nasses. La technique, donc nous posons des nasses de 1,50 m, 1,60 m de long, qui comprennent 2 anchons, les anchons étant les goulets d'entrée du poisson. Les poissons sont attirés dans les nasses parce que nous les disposons donc avec les anchons vers l'aval. Ils sont attirés d'une part par des appâts que nous mettons à l'intérieur et d'autre part par une dépression
que fait la nasse et qui attire le poisson. Oh, ce garrot, c'est beau. Voilà, c'est bon, hein. Gaillac, célèbre depuis les Gallo-Romains pour son vin. Gaillac fut pendant des siècles le port du bout du monde pour les gabarres qui remontaient le Tarn. On a de la peine à croire qu'ici vécut tout un monde de la batellerie, aujourd'hui invisible. Marie-Noëlle Fourès en a pourtant retrouvé les traces en préparant un mémoire de maîtrise. On voit à notre droite le chemin de la côte du Tarn par où descendaient les charrettes chargées de marchandises. Ces marchandises étaient déposées sur la pelouse verte que l'on voit en contrebas. Et ensuite, les bateaux chargeaient les denrées le long de l'embarcadère tout à fait en bas dans le méandre. Au-dessus de la pelouse, le long de la rue, se trouve l'alignement des maisons où habitaient les bateliers, les patrons, les maîtres de bateaux, qui surveillaient ainsi à la fois leurs bateaux, les marchandises et les négociants qui pouvaient arriver et avec qui ils pouvaient faire des affaires. De l'autre côté de la rive, on peut voir ce qui est actuellement boisé et où se trouvait le chemin de halage. Ce qui est bon à noter, c'est que les bateaux donc, devaient faire un demi-tour en travers du courant pour pouvoir revenir le long du port quand ils remontaient de Bordeaux. Quand on voit les rives aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a presque plus rien, alors que ça a duré pendant des siècles et ça a été très important au XIXe siècle. Il faut s'imaginer à ce moment-là la rive grouillant d'hommes, de charpentiers de marine avec leur herminette en train de faire des bateaux, les bateliers en train de chercher le négociant qui amenait ses marchandises pour embarquer sur un bateau. Les portefaix qui attendaient qu'on leur donne l'ordre de charger les bateaux, les patrons qui étaient sur les bateaux en train de montrer aux portefaix où poser les marchandises pour que le bateau ne soit pas déséquilibré. C'était toute une activité, ça grouillait de monde. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Comme on voit, là, c'est désert. À Rabastens, où il fait aujourd'hui bon vivre, on a presque oublié l'histoire. Simon de Montfort, Gaston Phébus, les protestants, les guerres de religion et la peste. Rabastens a bien du mérite à tenir debout, sans parler des crues, comme aujourd'hui. Eh bien, cette saison, je crois que c'est la première fois que je vois l'eau aussi boueuse que ça est rouge. C'est bizarre, hein? Et même la crue a dû monter parce que je viens de trouver deux jolis gardons là sur la berge qui... Vous avez vu ça? C'est dommage. Rabastens toujours, mais après la crue. Et avec la pêche. Oh, ils n'ont pas arrêté depuis, hein. Là, ils ont... depuis qu'il y a du poisson blanc, là, qui est revenu, on s'aperçoit que maintenant, tous les jours, vous voyez qu'il y a des pêcheurs en permanence. Ce qui est encourageant au point de vue société, parce que bien souvent, on dit que c'est de la faute du président ou de la société. Il n'y a rien. En fin de compte, bon, c'est la nature qui suit son cours. Ouh, qu'est-ce qu'il est gros celui-là! Ouh là là, qu'est-ce qu'il est gros! Mon pauvre! Aïe aïe aïe! Eh! Boulu! Eh! Louis! Tu te rends compte un peu, eh? Regarde s'il est gros, dis! Aïe aïe aïe, ça va casser! Mon pauvre, ça fait 4 ou 5 kilos ça! Mon pauvre, qu'est-ce qu'il est beau celui-là! Et tu te rends compte un peu? Et je suis verni, moi, hein? Et je suis verni, hein? Je suis verni, hein? Eh, qu'est-ce que c'est gros! Ouais. Eh, j'ai vrai celui-là, hein. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. C'est le plus gros que de toute l'année.
À Villemur, le Tarn a son site. Internet, bien sûr. Alors le site parle de la rivière en général, il parle des actions d'une association de défense de la rivière, il parle aussi des activités qui se produisent sur la rivière, l'histoire de la rivière, l'histoire de la batellerie et la flore et la faune. C'est le seul site sur le Tarn. C'est-à-dire que la protection de la rivière, c'est un tout. Nous comptons beaucoup sur ce site pour avoir des liens avec d'autres associations qui certainement existent sur le bassin et peut-être créer un maillage d'associations sur la rivière Tarn. Nous avons eu une crue très rapide. Elle est montée dans la nuit et le matin déjà elle était redescendue presque à son niveau normal. Et vous voyez, ce qui prouve bien que l'eau est montée très haut, vous voyez les roseaux, hein, ils ont été déjà à moitié arrachés et qui sont quand même assez haut du niveau de l'eau. Quelques jours plus tard, le Tarn se fait enfin généreux. Mais hier soir, il était bon encore. Hein. Hier soir, il était bon. Hein. Oh là, il n'y avait plus que des feuilles, il y avait des branches, il y avait de tout. Non, hein. Ton frein. Ah. Il Allez, y est. Allez. On le tient. Descends, descends, tu devrais descendre. Tu seras plus à portée en bas. Fais attention de ne pas glisser. Hein. Allez. Sors-lui la gueule de l'eau. Il commence à être fatigué. Ouais. Sors-lui la gueule de l'eau. Je crois qu'on va l'avoir. Ça y est, le voilà. Allez. Pas, doucement, doucement, doucement. Même par le nez, prends-le. Ah non, non, ouais, tiens, je ne vais pas lui mettre la main dans la gueule, non. Si. Ça, c'est une bestiole au fond de pied. Oh, mais il fait plus de... Oh là là, il fait plus d'un mètre, dit. Oh là là, il fait au moins 1,50 m. Allez. Au fil de l'eau et vu du ciel, Montauban rive droite pourrait ressembler à Gaillac, Rabastens ou Villemur. Même histoire avec la rivière, mais en plus grand, beaucoup plus grand. Et puis le Tarn vient d'entrer en Tarn-et-Garonne. Et ça sent déjà la confluence. À la station de Planck, l'usine d'eau potable de Montauban, c'est jour de crue. Et ça ne facilite pas le travail, puisque l'eau qui sera quand même potable après décantation, filtration et traitement vient du Tarn, justement. Non, cette drôle de pêche en aquarium n'est pas un nouveau jeu pour se détendre au bureau. Non. Alors, à quoi peut bien servir ce petit poisson? Ce poisson est utilisé spécialement dans le cadre de la pollution des eaux de rivières. C'est le seul témoin que l'on puisse se servir de façon économique. Alors, nous avons ici un entonnoir dans lequel le poisson va évoluer et où va se créer un tourbillon. Le poisson va lutter contre ce tourbillon de façon continue quand il est en bonne santé. Voilà. Alors, si éventuellement il y a une pollution, ou si le poisson a un malaise, il va obstruer le trou de l'entonnoir qui est ici, et de ce fait, il va déclencher une alarme. Alors, ce que l'on peut faire déjà au départ, on va faire une mesure par un chimiste pour vérifier cette qualité d'eau, mais comme il y a un deuxième entonnoir, on va vérifier si les deux cas de figure se présentent, c'est-à-dire si les deux poissons sont morts, on fait toujours une analyse par le chimiste avant de lancer une alerte générale pour vérifier si vraiment c'est une pollution ou si c'est un malaise de poisson. Et puis,
Juste à l'aval, en travers du Tarn, l'usine de Palisse, puissante microcentrale installée sur le site d'un des plus anciens moulins de Montauban. Ce moulin a eu plusieurs vocations. Au tout début, il a été moulin à farine. Il a ensuite été fonderie à canon dans les années 1870. Ensuite, filature de soie. Et il est redevenu maintenant producteur de courant électrique, ce qu'il était au début du siècle, mais pour une consommation tout à fait personnelle. L'usine a son écluse à poissons, mais aujourd'hui, c'est la crue qui passe. Et la motorisation des écluses a été retirée pour des raisons de sécurité. Depuis des siècles, aucune pierre ici n'a échappé à la montée des eaux. Quelques jours plus tard, l'eau du Tarn a repris sa couleur habituelle et sous l'œil attentif d'un cormoran, la passe à poissons fonctionne à nouveau. Ce n'est pas une passe à poissons, c'est une écluse à poissons. Et cette écluse fonctionne comme n'importe quelle écluse à bateau, avec une robotisation qui permet de fonctionner dans un rythme de 3 heures à peu près. Vous avez tout simplement une vanne qui obture la partie amont, la partie aval baisse, le poisson est attiré par un flux constant, il vient s'oxygéner, et vice-versa, quand le poisson veut descendre, il profite du même ascenseur. On nous a imposé ces travaux que nous avons faits avec grand plaisir en 1982, quand nous avons fait toute la superstructure et l'infrastructure de la centrale. À quelques kilomètres à l'aval de Montauban, incognito, l'Aveyron, après 240 km de parcours, se glisse dans le Tarn. Au bout des crues du Tarn, presque au bout du Tarn, Moissac. Dévasté comme Montauban par la terrible crue de 1930, ce port du bout du Tarn, et qui en a vu d'autres, invite à la réflexion. Eh bien, nous sommes ici à Moissac, proche de la confluence du Tarn et de la Garonne. C'est là que le Tarn va se jeter dans sa mer qu'est la Garonne. Et sur le pont Canal, qui est un pont qui est au patrimoine de l'humanité, classé à l'UNESCO. C'est un endroit que j'aime beaucoup ici, parce qu'il représente vraiment ce que l'homme a pu construire. Ce canal qui a été construit par Riquet et qui était une voie d'eau, donc le but était purement économique. Et puis cette grande rivière qu'est le Tarn qui arrive en dessous, qui elle est une rivière tout à fait naturelle et qui est là à son niveau le plus majestueux, le plus grand, le plus lourd. Maintenant, on est vraiment à la croisée des chemins sur ce qu'est la rivière. Depuis les années d'après-guerre jusqu'à il y a quelques années, 4-5 ans, la conception était vraiment double, avec les gens qui considéraient la rivière comme vraiment un chenal d'évacuation de l'eau. Et puis, la conception qui va de plus en plus et qui est liée au schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et puis à toute la conception un petit peu plus écologique de ce qu'est une rivière, eh bien, considère que c'est aussi une entité, la rivière. C'est quelque chose qui a vécu avant les hommes, qui vivra peut-être, si les hommes disparaissent, qui continuera à vivre, et très certainement qui continuera à vivre après les hommes. C'est une entité qui se déplace, ça n'est pas un point fixe. C'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'on a très souvent pris les rivières comme des limites, des frontières entre les communes, entre les départements, entre les États, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui se déplace, qui vit. Et ça, on a complètement oublié qu'une rivière, c'était quelque chose qui pouvait avoir sa propre vie. On s'en préoccupe que dans des cas très particuliers, par exemple quand elle se met à déborder et puis qu'elle va créer des inondations. Alors là, on se préoccupe de la rivière et tout d'un coup, on s'aperçoit que la rivière existe. Mais tout le reste de l'année, eh bien, on s'en préoccupe plus. Juste après le pont de Moissac, rive gauche, on attend toujours la carpe, comme pour honorer la belle rivière descendue du mont Lozère, juste avant qu'elle ne rejoigne la Garonne, pour y perdre son nom.
Voilà, cette émission sur le Tarn est terminée et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour la rentrée de Destination Pêche, avec de nouvelles rivières à découvrir, de nombreux poissons à pêcher et de belles histoires à raconter. Au revoir.